Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis contente de te retrouver comme tous les vendredis matins. Alors l'épisode va arriver vachement tard par rapport à d'habitude, puisque d'habitude je l'enregistre au plus tard la veille et il est programmé pour être diffusé à 7h chaque vendredi. Et là, on est vendredi. Il est 11h27 et je commence seulement à enregistrer mon podcast. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec cet épisode, mais là où d'habitude il y a toujours l'espace et où le sujet arrive tout seul et où les mots viennent tout seuls et où je me pose pas de questions. Là, c'était... je sais pas, je me suis posé plus de questions ou j'ai trouvé moins l'espace ou bref, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas trouvé l'espace ou j'ai pas pris l'espace parce que quand on cherche on trouve pour enregistrer ce podcast et je saurais pas trop dire pourquoi. Alors il est clair que cette semaine a été particulière. J'ai même envie de dire ces 10 derniers jours ont été particuliers. Depuis mon premier module de formation en constellation familiale, j'ai été quand même pas mal chamboulée. Et ce mois n'en finit pas. J'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'on est en janvier. C'est un truc de fou. Pourtant, j'ai commencé par une semaine de vacances. Donc, c'est même pas en mode waouh, j'ai pas pris de congé, je sens que ça tire, il est temps. Pas du tout. Je sais pas ce mois. Et je vois passer beaucoup de posts humoristiques à ce sujet. Donc, manifestement, je suis pas la seule. Ça a l'air d'être assez général de trouver ce mois de janvier long, non pas que je m'ennuie ou que c'est genre trop, j'en peux plus, faut que ça s'arrête. Je ne sais pas. En tout cas, ce mois de janvier semble hyper long pour tout le monde. Et donc les 10 derniers jours, à chaque fois que je me forme de toute façon à un nouvel outil pour vous accompagner, un outil thérapeutique, forcément d'une certaine manière, on est nous les participants à la formation, on est là un peu la matière première. Enfin la matière première, j'exagère, la matière première c'est quand même le contenu et l'outil, mais disons que l'expérimentation et l'apprentissage de l'outil se fait entre nous en fait. Donc tant qu'à être à expérimenter des outils, on les expérimente sur des thématiques réelles de nos vies. Bon là, les constellations familiales, il n'y a pas besoin d'avoir une problématique particulière, c'est juste de mettre en lumière comment on perçoit la place de chacun dans sa famille, alors soit avec ses parents, ses frères et sœurs, et qui va représenter un moment de l'enfance de ce qu'on a pu percevoir, ou à aujourd'hui, si tu as des enfants... un conjoint, une conjointe, etc., de voir les dynamiques en fait dans lesquelles tu te ressens. Et c'est vraiment un outil hyper intéressant. Mais c'est vrai que toutes les formations thérapeutiques sont extrêmement chamboulantes, et parce que ça brasse plein de choses pour chacun. Et puis au-delà de ce qu'on traverse soi, il y a aussi de voir la traversée des autres. Et quand on est une douzaine de personnes pendant 3 jours non-stop avec des grandes traversées émotionnelles, c'est un peu comme quand j'accompagne sur des stages pendant 2-3 jours. J'adore ça, je trouve ça extraordinaire, mais je sors de là, je suis à la fois autant réénergisée que lessivée, parce que ce sont des moments extrêmement intenses. Donc je me suis dit que peut-être, quitte à avoir manié les enjeux de systémie familiale pour cet outil des constellations, je me suis dit que c'était peut-être aussi l'occasion de parler justement des loyautés familiales, de tout ce qui peut parfois nous bloquer, nous peser, ou qu'on se bloque tout seul d'ailleurs par rapport à ça. Souvent ça peut être à la fois inconscient et conscient.
Ça dépend. Il y a des choses qui sont très claires dans les esprits et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et je ne sais pas lesquelles pèsent le plus lourd. En tout cas, pour moi, à partir du moment où il y a un manque de conscience, où il y a un enjeu qui tourne en arrière-plan de manière inconsciente, c'est plus souffrant. Parce qu'il y a cette sensation de subir et de pas comprendre. Et du coup, d'avoir l'impression de pas avoir la main pour bouger les choses, puisque il n'y a pas de conscience sur ce qui pose vraiment problème. Donc ça va être tous les enjeux transgénérationnels qui parfois sont des poids qui remontent à 2, 3, 4 générations au-dessus. Et où effectivement, c'est pas simple d'avoir de la conscience là-dessus. Mais quand c'est conscient, il y a un poids malgré tout parfois. Et puis, mais il y a la possibilité de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais de ça ? Comment je peux faire autrement ? Après, une fois que c'est conscient, je n'ai pas dit que c'était facile, hein, parce qu'entre savoir et incarner, il y a un monde. On a encore eu cette discussion un long moment pendant le cercle de parole du mois qui a eu lieu mercredi, où le sujet était de la vision, enfin les versions de nous en fait qui existent chez les autres. C'est-à-dire la manière dont ils vont nous percevoir, qui parfois correspondent à comment on se connaît, comment on se ressent, et du coup ça pose pas tellement de problème. Et puis parfois on va nous prêter des versions de nous qui soit ne nous correspondent vraiment pas, soit peut-être sont le reflet de quelque chose dont on n'a pas conscience, mais qui se dégage réellement de nous. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître d'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que l'autre détient une vérité sur toi que tu n'aurais pas et qui saurait mieux que toi comment tu es. Mais ça aide parfois de se dire que de toute façon, ce qui existe dans le regard de l'autre parle plus de l'autre que de toi. Mais par contre, selon comment toi tu reçois l'image ou l'étiquette qu'on te colle, là c'est de toi que ça parle. Si tu es content de l'étiquette ou si elle te dérange, là c'est plus le fait que l'autre te perçoive d'une manière qui entre en jeu, c'est comment toi tu le perçois. De discuter de cette complexité qu'il y a parfois, de se rendre bien compte qu'on a compris un enjeu et qu'en fait ça change rien. Et souvent quand les gens, quand je les accompagne et que on va mettre à jour des mécanismes inconscients ou des mécanismes de systémie familiale ou des comportements de protection du moi, etc., selon les traumas, les machins, bref, de la théorie, on va dire, que la personne comprend la mécanique, dit « Ah ok, j'ai compris », donc là ça vient mettre du sens, c'est une chose, et en général, la phrase qui vient après c'est « Et du coup, je fais quoi ? Je fais quoi avec ça ?» En fait, c'est toujours... J'allais dire, c'est pas facile de répondre à cette question, mais non, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, parce qu'il n'y a pas un truc qu'on peut faire et où d'un coup tout change juste parce qu'on aura fait ça. Moi je crois profondément que bien au-delà de ce qu'on décide de faire ou de ne pas faire, c'est surtout pourquoi et dans quelle intention et avec quelle vibration, on va dire, intérieure on le fait. Et ça, c'est ça qui va changer les choses. C'est pas juste le fait de faire, de choisir en fait de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est pourquoi, profondément, ce qui anime cette décision. C'est ça qui va faire la différence. Donc quand je dis qu'il n'y a rien à faire, je ne dis pas qu'il faut rester assis à attendre que les choses s'arrangent toutes seules et que il suffit d'avoir compris et d'attendre que comme par magie tout se mette en place. Et pourtant Dieu sait si je vois de la magie partout, mais c'est pas magique passif en fait. C'est pas j'ai tout compris, du coup j'attends un peu c'est bon, j'ai eu l'illumination, j'attends que maintenant la vie se mette en place. C'est vraiment avance. C'est vraiment cette phrase. Moi, j'aime bien les contes pour enfants qui sont pleins de sagesse, et j'aime bien aussi les vieux proverbes. Alors, ça fait un peu phrase toute faite, mais je trouve quand même qu'il y a vachement de sens. Genre, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est exactement ça. C'est-à-dire, sois la personne qui te soutient et le ciel. Alors, dans le proverbe, c'est le ciel, mais le ciel, l'univers, un dieu, si t'es pratiquant ou d'une religion ou inspiré d'une religion, peu importe le nom que tu vas donner à cette force plus grande que toi,
à laquelle l'idée c'est de croire suffisamment en soi pour ensuite être soutenu. Je vais encore pour la 150 millième fois revenir sur ce passage du dessin animé En Avant où il traverse dans le vide et où il doit croire en chacun de ses pas, et à chaque pas dans lequel il croit, le sol apparaît. Mais c'est lui qui croit, en fait, c'est lui qui cède, c'est lui qui se soutient, c'est lui qui croit. Et parce qu'il y croit suffisamment, le ciel le soutient. Donc c'est vraiment ça, le ciel, on va garder cette image-là. Donc c'est vraiment l'idée, pour moi, la magie de la vie, c'est la magie de sauter dans le vide. Je l'ai partagé en story cette semaine. C'est sauter dans le vide pour se rendre compte que c'est pas vide. C'est comme si on voyait du vide, qu'on avait peur qu'il y ait du vide, qu'on avait une sensation de vide ou d'inconnu, et qu'en fait, quand on saute dans le vide, en fait, il n'y a pas de vide. Il y a des choses qui nous soutiennent. Je me souviens d'une image qui m'avait vachement parlé. J'aime beaucoup, de toute façon, les images, que ce soit les métaphores verbales comme je fais en podcast, mais j'adore aussi les dessins qui, en une ou deux images, expriment extraordinairement bien une situation. Ça, c'est un truc... Je me le note pour plus tard, note à moi-même. Je le dis depuis des années, c'est comme mon podcast. J'ai dit pendant des années, non mais un jour, il faudrait que je fasse un podcast. J'ai un peu ce truc-là depuis des années aussi où je me dis, non mais un jour, il faudrait que je prenne des cours de dessin. Et que j'aimerais tellement savoir croquer la vie. Je dis souvent ça, faire des croquis, savoir faire des petits dessins pour mettre en image, plus qu'en mots, une situation, mais aussi rapidement qu'en 2-3 mots, quoi. Bref, je digresse encore pour changer. Et donc, cette image, c'était une falaise. Et il y avait un petit personnage, un petit bonhomme, au bout de la falaise, vraiment au bord du vide. Et derrière lui, il y avait une main énorme, mais genre vraiment une main... le bonhomme, il faisait la taille d'un des ongles. C'était vraiment une main énorme qui était en position, je vais faire une pichenette là, avec l'index et le pouce reliés, et juste derrière son dos. Et on voit que la main, en fait, s'apprête à lui mettre une pichenette dans le dos et qu'il va tomber, en fait, dans le vide. Et en fait, lui, de là où il est, il voit pas, mais beaucoup plus bas, bien en contrebas de la falaise, il y a la deuxième main, tout aussi géante, qui attend paume vers le haut. Et en fait, elle va rattraper le bonhomme quand il aura sauté. Et s'il saute pas, il va se prendre la pichenette dans le dos et il va tomber au lieu de sauter. Mais quoi qu'il arrive, il sera rattrapé. Alors, si t'attends le moment où... et donc, pour finir le dessin, c'était écrit... je sais plus, c'était écrit la vie, je crois. Il y avait une flèche vers la main qui tape dans le dos, qui s'apprête à taper dans le dos du bonhomme, c'était écrit la vie. Et la main qui s'apprête à le rattraper, c'était aussi écrit la vie. Et vraiment, je crois que la vie fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous un chemin vers lequel on est censé aller, sans dire qu'il y a une espèce de destinée précise, prédestinée, etc. Mais je pense que vraiment, c'est ça que je regarde aussi en astrologie. Quand je regarde le chemin de vie, pour moi, l'énergie du dharma et la maison dans laquelle c'est vraiment une boussole. C'est vraiment, si je suis ce nord-là, je vais pas me perdre et ce sera plus fluide et plus, j'allais dire valorisant, mais ce sera plus avec des énergies plus hautes. Enfin, tout sera plus agréable et c'est comme si c'était la direction dans laquelle tout ce que je suis pouvait s'assembler pour donner le meilleur de tout ce qui me compose. Et moi, je crois vraiment que la vie, elle fait ça. C'est-à-dire que il y a un moment, c'est comme si, quoi qu'il arrive, en fait, tu vas sauter dans le vide. Enfin, tu vas te retrouver à être dans le vide. Donc, soit tu fais le travail de manière consciente et tu t'accompagnes dans ce saut avec voilà, indulgence. Si tu as des peurs, tu peux apprendre à, je sais pas, respirer, à faire de la cohérence cardiaque, à avoir des techniques de régulation du système nerveux, etc. C'est-à-dire juste d'accueillir aussi ta peur, de faire de l'EFT pour faire passer l'émotion, mais l'entendre et la faire circuler, etc. Il peut y avoir plein de choses comme ça où on peut s'accompagner soi, faire des méditations ou se faire accompagner, etc. Puis faire le choix, même si on a peur, de se dire, voilà, j'ai confiance, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour me mettre en sécurité, j'ai plus qu'à sauter et à avoir foi. Et je t'assure que ce sera la chute, le moment avant que l'autre main de la vie te rattrape et que tu te rends compte qu'en fait, tu vas pas t'écraser. Ce petit temps-là, il va être mieux vécu
si tu sais que tu vas sauter, si c'est toi qui choisis le moment où tu sautes, et que tu t'es accompagné, que tu t'auto-encourages ou que tu t'es aussi fait encourager et soutenir par ton entourage, par des professionnels, et ça, peu importe. Moi, je pense tout de suite à l'accompagnement thérapeutique parce que forcément, c'est de ça que je parle ici, mais ça pourrait très bien être une formation ou n'importe quoi, où tu aurais besoin d'un professionnel qui t'aiderait à gagner en compétences ou en confiance ou en je ne sais quoi. Que si c'est la vie qui, à un moment où tu t'y attends pas et où tu es en terreur, te balance dans le vide, quoi. Et c'est ces grands moments où la vie nous secoue. Moi, c'est le sens que je donne à ces cataclysmes qu'on traverse parfois dans la vie. Alors, pas sur le moment, hein. Comme je dis souvent, on est aussi des humains qui sommes là pour vivre dans nos corps, dans nos émotions et traverser les choses. L'idée, c'est pas de plus vouloir être impacté par les émotions, de plus ressentir de tristesse, de plus ressentir de colère. L'idée, c'est pas d'être un maître Bouddha qui bouge plus d'un millimètre quoi qu'il se passe autour de lui. Mais l'idée, c'est de s'accompagner là-dedans. Et d'avoir le maximum de conscience, parce que du coup, le moment de chute ou les moments de vide ou les moments de peur sont quand même pas vécus de la même manière, quoi. Imagine vraiment ça, choisir de sauter dans le vide ou de te faire pousser, quoi. Tu t'imagines bien que le moment de descente, il n'est pas le même. Mais ça ne veut pas dire que la vie est en train de te tacler. Je pense qu'au contraire, la vie, elle est en train de t'aider à faire ce pas qui est manifestement difficile à faire. Et souvent, c'est ce que je dis aussi, c'est que le fait d'avancer, le mouvement va se faire soit par la conscience, soit par la souffrance. Mais c'est pas une punition, en fait. C'est juste que parfois, c'est parce qu'une situation va nous faire vraiment souffrir qu'en fait, on va aller chercher au fin fond de nos tripes la capacité, la puissance, la volonté d'arrêter ça, en fait, et de faire autrement. Et parfois, dans ces choses qui t'enferment jusqu'à la souffrance, desquelles il faut apprendre parfois à se libérer pour son propre bien, ça ne veut pas dire tout rejeter et tout remettre en question, mais juste s'autoriser à faire le tri. C'est un peu ce qui se passe en une crise d'adolescence, c'est un peu ça en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut envoyer un peu tout péter, il faut tout déconstruire pour avoir après la possibilité de choisir finalement, parce que j'ai un peu la caricature de ces moments de crise d'adolescence où c'est genre de toute façon mes parents ils sont cons, ils comprennent rien, j'imagine un peu le truc caricatural, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais et pas toujours aussi explosif que ça non plus, et après finalement plus tard dans la vie de dire ah putain ils avaient quand même raison mes parents. Peut-être pas surtout, peut-être qu'on n'a pas la même vision, sans dire qu'on a mieux compris qu'eux et qu'ils ont tort, mais à un moment donné parmi les valeurs qui ont été inculquées dans ta famille de manière implicite et explicite, par rapport à des loyautés, des choses où tu t'es senti obligé et peut-être qu'on te faisait bien sentir que c'était le cas, ou c'est toi qui a cru que à moins de ça, tu serais pas vu, reconnu et aimé, parce que globalement c'est ça la mécanique, hein. Quand on est enfant, un enfant a besoin d'être vu, reconnu et aimé. Donc voilà, il y a peut-être que il y a des enfants qui pensent que s'ils n'ont pas des bonnes notes à l'école, ils seront pas vus, reconnus et aimés, et qu'en fait à un moment donné ils vont dire mais j'en ai marre en fait des études parce que j'ai pas envie d'être aimé que pour ça, et ce qui est pas forcément du tout le cas de la part des parents, mais ça va être le vécu à l'intérieur. Donc c'est ça aussi les loyautés familiales et les enjeux, parce qu'il y a des choses qu'on ne remet pas en question parce que c'est comme ça qu'on nous les a apprises, parce que c'est comme ça qu'on nous les a transmises, et que peut-être parfois ça fait plein de générations qu'on ne se pose même pas la question. Et ça, dans la spirale dynamique, c'est tous les enjeux du code mauve, qui est le deuxième code de cette spirale, qui est ce code du clan, et on appelle ça souvent la glu du mauve, parce qu'on est comme englué dedans. L'impression que si on déroge à une tradition familiale, la famille va s'écrouler. Alors, ça peut paraître fort quand on dit ça comme ça, mais il y a des enjeux comme ça. Je repense à cette histoire de poulet rôti. Il y avait une nana qui... la recette de famille, enfin le poulet rôti tel que sa famille l'avait toujours cuisiné, on le coupait en deux, dans deux plats différents, et puis il cuisait comme ça. Et je sais plus comment dans la discussion c'était arrivé de s'interroger de mais pourquoi deux plats ?
Et d'un seul coup, de se rendre compte qu'elle s'était jamais posé la question de se dire, c'est vrai ça, parce qu'il n'y avait pas, par exemple, il n'y avait pas spécialement genre, on fait la moitié du rôti avec telle sauce ou telles épices, et puis l'autre avec une autre. Et c'était la même recette, mais coupée en deux. Et en fait, en posant la question, tout simplement, c'est juste que la grand-mère qui avait à la base créé cette recette, cuisinée de cette manière-là et transmis la recette, peut-être par juste apprentissage, peut-être même pas tiens, j'ai vu ma grand-mère ou on a faire et donc ma mère a vu sa mère faire et puis etc. Et en fait il se trouve juste que la grand-mère avait pas beaucoup de vaisselle et que la grosse pièce de rôti pour les gros repas de famille ne rentrait pas dans ses plats en fait, donc il était coupé en deux. Mais si elle avait un plat assez grand, il y avait aucune raison de le couper en deux. Mais elle s'était pas posé la question. Elle s'était même pas dit que c'était possible autrement, et c'était pas non plus, je veux dire, ça va pas lui changer la vie de pas couper son rôti en deux ou de le couper, c'est juste pour montrer que parfois dans des choses insignifiantes et assez, même juste du bon sens en fait, je veux dire, t'as un grand plat, tu coupes en deux pour mettre dans deux petits plats pour de toute façon faire la même cuisson, on peut imaginer qu'on se pose la question. J'avais aussi accompagné une cliente, je la raconte souvent, j'ai déjà dû la raconter sur ce podcast, mais qui mangeait la fondue savoyarde debout, avec sa famille. Elle a toujours mangé debout la fondue savoyarde et pour tout le reste des plats assis, et jamais elle s'est demandé pourquoi, est-ce que c'était normal, est-ce qu'on pouvait pas s'asseoir pour manger la fondue, ou elle s'était pas posé la question jusqu'à ce que quelqu'un d'extérieur, son chéri, qui est devenu son mari, vienne dîner dans sa famille et où lui en fait s'est assis et où tout le monde l'a regardé en mode waouh, qu'est-ce qui se passe. Lui, il a regardé tout le monde en mode mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont debout. Donc il s'est levé et puis voilà, il a mangé debout en comprenant pas ce qui se passait. Et après c'est dans la voiture en discutant, elle lui a dit mais pourquoi tu t'es pas levé, pourquoi tu t'es assis quoi. Et c'est lui qui a dit non mais c'est vous, pourquoi vous êtes resté debout. Et en fait elle s'est rendue compte que c'était vraiment en mode ah mais parce que ça se mange pas debout la fondue. Et c'est à ce niveau-là en fait que parfois on remet pas les choses en question. Et l'idée c'est pas de se dire qu'on a une famille horrible qui nous met des carcans et qui nous enferme dans des choses. Alors parfois c'est le cas, Parfois c'est le cas, il y a des familles où la profession va être extrêmement importante et où il faut reprendre le flambeau du père qui reprend le flambeau du grand-père qui reprend le flambeau de l'arrière-grand-père. Ou je sais pas, j'imagine, je pense à une pharmacie ou une étude de notaire où il y a un peu ce truc de tu vas reprendre la pharmacie, ou les agriculteurs, tu vas reprendre la ferme de familiale, etc. Et où il n'y a pas vraiment le choix de ce qu'on va faire de notre vie. On ne nous pose même pas la question, c'est de toute façon tu vas reprendre la ferme. Et on peut ne pas avoir envie. Et donc, c'est ces moments-là où on aurait besoin de tout faire péter pour peut-être au final choisir, mais choisir vraiment en ayant vraiment exploré d'autres choses et de se dire, non, en fait, j'ai vraiment envie de faire ça. C'est pas subi, c'est un choix de reprendre finalement l'affaire familiale, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont clairement dites et qui sont fortes, mais quand on imagine que ça va jusqu'à rester debout pour manger un type de plat et pas les autres, et que personne ne se pose la question, c'est pour vous montrer la force en fait parfois de ces loyautés familiales. Et c'est pour ça que c'est important toujours de revenir à soi et de faire des choix pour soi. Et quand on fait des choix pour soi, vraiment pour soi, pour son bien-être, c'est pas du tout la même chose que de faire un choix contre les autres. Mais le fait de se choisir et de prendre soin de soi et de se demander si on est OK, si quand on dit oui c'est un vrai oui, ou est-ce qu'on se sent obligé, etc. D'apprendre à démêler tout ça, ça fait pas de nous des grands égoïstes qui en ont plus rien à foutre de ce qui se passe autour, et des gens et de tout ce qui se passe autour. C'est juste que on ne peut partager que ce qu'on a en abondance. Et si en fait on est sur les rotules parce qu'on sait pas prendre soin de soi, c'est de la fatigue en fait qu'on a à partager. C'est tout. Donc si tu veux pouvoir partager de l'amour, de l'énergie, de l'attention, du temps, il faut que tu prennes soin de toi en amont. Pour avoir du temps, il faut que tu sois efficace dans ce que tu as à faire. Pour être efficace dans ce que tu as à faire, il faut que tu aies de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut que tu te reposes. Faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu manges bien, il faut que tu dormes, il faut que tu te vides la tête quand tu as du stress, il faut que tu aies j'allais dire des échappatoires, mais c'est un peu connoté négatif, c'est pas ce que je voulais dire, merde, je trouve pas le mot.
parce que j'ai des fouloirs qui me viennent, mais ça peut avoir aussi une connotation négative. Mais bref, un endroit pour se défouler. Il y en a, ça va être le sport, qui vont avoir besoin de bouger. Il y en a, ça va être au contraire quelque chose de beaucoup plus calme et peut-être de se centrer, de faire une méditation, de se retrouver seul pour juste respirer 2 secondes. Mais l'idée, c'est de trouver en fait des espaces pour prendre soin de soi, parce que plus tu vas être bien et plus tu vas aller faire les choses par amour pour toi, plus c'est ce que tu vas avoir à partager, ça va être justement de l'amour, de la confiance, de la patience, du temps, de l'énergie, etc. Donc en fait, c'est hyper, hyper important. Mais c'est pas toujours si simple de se défaire des carcans. Et là, je parle des loyautés familiales, mais on pourrait imaginer aussi que ça va être les règles du travail, où on va te dire, bah, tu sais, dans cette entreprise, ou peut-être que dès l'enfance, nos parents nous ont dit, bah, tu sais, dans le monde du travail, faut se taire, faut faire ce qu'on te dit, parce que sinon, il peut y avoir des peurs comme ça, des fonctions de hiérarchie, où vraiment il n'y a pas le droit où on nous inculque ça. Il y a des familles où au contraire on va dire te laisse jamais faire et où parfois il y a des gens qui vont vraiment être sur la défensive parce qu'on leur a dit de pas se laisser faire et de se méfier, et qui gagneraient à être un peu plus apaisés et à savoir choisir quand se méfier, quand pas se laisser faire, mais quand aussi laisser le bénéfice du doute et juste voir ce qui se passe et juste vivre. Et à l'inverse, d'autres qui n'osent jamais rien dire et qui encaissent parce qu'on leur a dit faut se taire sinon tu auras des problèmes. Parfois faut se libérer de ça pour réussir à dire là non en fait. Donc ça, c'est difficile, et c'est pour ça que parfois, il y a besoin aussi d'aide. Alors les cartes que j'ai tirées aujourd'hui, comme d'habitude, se parlent très bien l'une l'autre et vont bien avec un peu tout ce que je viens de dire. Même si je ne savais pas trop où j'allais, mais il y a une carte, c'est affirmation de soi, et la phrase, c'est « je me positionne par amour pour moi ». Donc c'est ce que je viens de dire. Et la carte, c'est un cœur qui est au milieu de la carte dans un gros rond rouge, et il y a plein de lignes, il y a plein de traits de différentes couleurs qui comme se diffusent, ça fait un peu comme un soleil qu'aurait des rayons qui partent un peu dans différents sens. Il y a quelque chose qui émane et qui diffuse de ce cœur, et il y a vraiment ce truc de « je me positionne par amour pour moi ». Et peut-être que parfois ce sera pas compris, peut-être que parfois il y aura cette version de nous qui existera dans la tête des autres, qu'on est égoïste, pas sympa, qu'on fait aucun effort, et c'est pas forcément vrai, mais d'accepter que ce soit perçu comme tel et que c'est une version de toi qui existe chez les autres, mais qui te définit pas et qui en tout cas ne te résume pas quoi qu'il arrive. Et l'autre carte, c'est le roi de bâton. Donc on voit un homme qui tient un bâton enflammé, mais ça fait pas torche. En fait, c'est marrant parce que, oui, ceci dit, c'est le roi. La carte dans le tarot, c'est le roi. En fait, c'est une couronne, une petite couronne enflammée qui est sur le haut du bâton. Et derrière lui, il y a un lion. Il y a un lion. Il tourne le dos au lion. Et je sais pas. Alors, peut-être qu'on pourrait se dire que il est hyper courageux parce qu'il a tellement confiance qu'il regarde même pas derrière lui s'il y a un danger, comme s'il se sentait capable de tout affronter. Ou alors peut-être que ce lion représente la puissance et la force qu'il a, qui l'accompagne. Mais dans les deux cas, en fait, on voit vraiment que cette carte, elle parle de volonté, d'affirmation, de toute façon, l'élément feu. Alors, je sais pas dans le tarot, puisque tu le sais si tu écoutes depuis le début, mais je le redis si tu arrives sur cet épisode-là pour découvrir. Je n'ai pas appris le tarot. J'utilise mon tarot avec des illustrations de manière assez intuitive, et quand je ramène aux éléments, c'est plutôt ce que j'ai appris en astrologie par rapport aux signes de feu, terre, air et eau. Et donc pour moi le feu, je l'associe à l'élément feu, en tout cas dans la vision de l'astrologie, qui parle de charisme, de confiance, d'action, de courage, de volonté, de détermination, de générosité aussi, et c'est vraiment et le lion en astrologie, qui est un signe de feu, c'est vraiment j'aime bien dire c'est les feux de l'amour un peu, parce qu'il y a le côté Richard cœur de lion, il y a cette générosité, et là il y a le cœur qui est à côté, il y a le lion, il y a tout ce feu, il y a le côté affirmation de soi, je me positionne par amour pour moi, et il y a vraiment dans cette énergie de feu aussi le côté de prendre sa place. En astrologie, les enjeux de feu sont des enjeux de place. Le lion, ça va plutôt être une place dans le cœur, dans l'amour pour soi, dans l'amour dans les yeux de l'autre, dans l'amour de soi, dans son image aussi, dans son identité. Enfin, on va parler de ça un peu, ça ramène quand même à l'amour et au cœur.
Et je trouve qu'il y a cette idée de prendre cette place d'importance, de cœur, quoi, par amour pour soi, de se positionner par amour pour soi. Et je vais faire un dernier accord parce que j'y pense là. Ma sœur vient de créer sa marque de potions magiques. Bon, comme quoi, hein, la magie, ça doit être dans les gènes de la famille, qui sont des sortes un peu d'amulettes. Il y en a 8 différentes et c'est vraiment de venir activer. Chacune, elles vont avoir une intention bien particulière et l'idée, c'est de se reconnecter à soi. Et son logo, c'est un petit flacon, comme un flacon de parfum, un peu comme une fiole. Et elle a écrit que... alors, je ne sais plus exactement comment elle le dit, mais elle dit que la potion la plus forte, c'est celle qui émane de l'amour de soi, ou quelque chose comme ça. Attends, je vais te dire. La plus belle magie est celle qui naît de l'amour de soi. Et c'est exactement ça là, que je vois dans les cartes. Là, ce qu'il y a de plus magique et de plus beau, c'est tout ce qui va émaner de l'amour de toi. Quand je vois je me positionne par amour pour moi, il y a aussi le côté, je vais me faire respecter parce que je me respecte moi, en fait. Donc je vais exiger le respect à l'extérieur. Si je m'aime moi, je vais être aimée par l'extérieur, puisque c'est ça que je vais exiger d'une certaine manière. J'exige qu'on m'aime, pas qu'on me maltraite, parce que je m'aime. J'exige qu'on me respecte parce que je me respecte. Et tout part de soi. Et à partir de ce moment-là, il y a ce côté magique. Alors, au passage, vu que j'ai commencé à en parler, si vous voulez découvrir... alors moi, en bêta-testeuse, j'ai eu la chance de recevoir elle m'a offert la potion grande valeur et je trouve que ça va bien du coup avec ce que j'ai pu dire dans cet épisode et ces cartes-là, ce sur quoi je termine. De mémoire comme ça, je ne pourrais pas vous dire les 8, mais voilà, elle est en train de créer tout ça. Donc si jamais ça t'a interpellé, n'hésite pas à aller voir, ça s'appelle Dana Franquise, sa marque. Dana étant une déesse celte, si je dis pas de bêtises, et franquise qui veut dire liberté en breton. Je trouve ça assez génial. Bref, elle raconte tout ça sur sa page si ça t'intéresse. Va voir, je te mettrai le lien en description. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super conclusion pour te rappeler que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Et ça ne veut pas dire qu'il ne doit y avoir que toi qui compte. Mais je te le redis, avec les mots de ma sœur, la plus belle magie est celle qui naît de l'amour de soi. Sur ce, je te remercie de ton écoute, de ta fidélité et je te dis à tout bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.